Bienvenue dans la soirée classée 18+, avec ce mois-ci un contenu de folie beaucoup plus riche que la dernière fois, et un nouveau Mehdi parmi nous, qui s'est pas du tout imposé. Non. On enchaîne tout de suite avec le sommaire. Et on va commencer avec des news. Avec des news. On enchaînera ensuite sur une critique flash de 50. Ça, t'aimes bien, ça. Ouais. Après 50, on enchaînera sur la critique flash de Necrovision. Suivi d'un reportage sur Mad World. Et on enchaînera avec 3 minutes de bonheur, 3 minutes de respiration, 3 minutes de zénitude, 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+, et tu n'as pas le droit de dire le titre. Ensuite, on aura un Retro & Magic spécial Build Engine. Avec une transition toute trouvée, puisque le Build Engine a été utilisé par le studio Monolith, développeur de Fear 2, dont on va voir la critique. On aura également une critique de Silent Hill Homecoming, donc un jeu relativement attendu. Après, ce sera la critique de House of the Dead Overkill, dans un style un peu plus léger. On aura également une critique, et on en a plein, ça c'est génial, une critique de Killzone 2. À voir. Après Killzone 2, on conclura cette soirée avec le très attendu add-on consacré à GTA 4 sur Xbox 360, Lost and Damned. Yeah. Et maintenant on enchaîne tout de suite avec les news, n'est-ce pas? C'est ça, c'est parti. At the midpoint on the journey of life, I found myself in a dark forest, for the clear path was lost. C'est parti pour les news avec pour commencer le premier teaser d'un tout nouveau jeu appelé Dante's Inferno. EA poursuit l'opération renouveau de son catalogue initié en fin d'année par Dead Space et Mirror's Edge avec ce mystérieux titre annoncé sur PS3, Xbox 360 et PC. Basé sur le premier cantique de la Divine Comédie, écrit par Dante Alighieri au XIVe siècle, Dante's Inferno pourrait faire traverser aux joueurs les 9 cercles de l'enfer décrits dans cette œuvre. Le gameplay du jeu, lui, semble se situer quelque part entre God of War et Devil May Cry. À suivre. Toujours chez Electronic Arts, on attend pour l'automne prochain un tout nouveau Dead Space conçu spécialement pour la Wii. La console Nintendo s'ouvre ainsi définitivement à une cible adulte et gamer, après les sorties ou arrivées prochaines de Mad World ou encore Dead Rising Shock Till You Drop. Développé dans les studios de Redwood, Dead Space Extraction proposera un scénario inédit ainsi que de nouveaux personnages. L'action du jeu se situera chronologiquement avant les mésaventures spatiales d'Isaac Clarke, pour placer le joueur au cœur de la colonie minière de la planète Aegis, où l'infection a débuté. A noter qu'un mode coopératif a été ajouté pour l'occasion, risquant de faire bien des jaloux. Quelques mauvaises nouvelles maintenant, avec pour commencer la sortie repoussée de Dimension, le Silent Hill-like de la DS. Critiqué dans la soirée classée 18+, du 31 octobre dernier, et toujours absent des rayons. Son distributeur est en effet en but à des difficultés qui ont impacté sur les sorties de plusieurs titres, dont de 18+, Dimension et Velvet Assassin. Autre sortie décalée, celle de Riddick, Assault on Dark Athena, dorénavant annoncée pour le 24 avril prochain. Quelques surprises en revanche avec l'annonce de 2 packs Resident Evil 5, exclusifs à la Xbox 360, l'un des 2 bundles proposant une console Elite rouge en édition limitée.
La grande classe. Et ne manquez pas la critique du jeu le mois prochain. Et puis on peut également inclure aux surprises la sortie de Watchmen The End is Nigh sur PC, PSN et XBLA. Il ne s'agit pas d'une vidéo mais bien d'un jeu Warner Bros Interactive constituant une préquelle au film de Zack Snyder qui adaptait lui-même le chef-d'œuvre d'Alan Moore et Dave Gibbons. Développé par le studio Deadline Games, ce titre se concentre sur 2 personnages, Nighthawk, le gentil, et Rorschach, le cinglé. Ce beat'em all jouable en solo ou en coop proposera des finish moves et 6 chapitres basés sur des événements évoqués dans le film. Les acteurs incarnant les 2 personnages prêtant également leur voix au jeu. Place like this, depraved may be off streets, but once released, if anything, they become more depraved. Pour rester dans la thématique film, Konami a annoncé avoir acquis les droits de la saga Gore Saw pour le développement d'un jeu qui pourrait voir le jour d'ici la fin d'année, soit au moment de la sortie de Saw 6. Pas sûr que ce soit un bon présage, ça. Dernière news ciné, l'adaptation du film Wanted Choisis ton destin s'est offert une petite démo sur le live permettant de s'essayer au gameplay de ce jeu d'action, annoncé pour début avril 2009 sur Xbox 360, PS3 et PC. Retour au jeu avec Mass Effect 2 qui s'est découvert sous la forme d'un premier teaser il y a peu. Cette suite au fameux RPG BioWare étant toujours attendue pour 2010. Après la série des WWE SmackDown vs Raw, THQ et UK's Media Creations se sont à nouveau associés pour développer un jeu de combat. Il se nomme UFC 2009 Undisputed, du nom de la principale fédération américaine qui organise des rencontres de combat libre. Le français Check Congo, qui a participé à plusieurs matchs organisés par l'UFC dans la catégorie poids lourd, nous explique de quoi il retourne exactement. UFC, c'est une grande organisation américaine qui organise donc des combats dans la cage, donc alliant toutes les techniques de pied-point, incluant genoux et coups de coude, et au sol toutes les techniques de lutte possibles avec soumission et certaines frappes autorisées au corps comme au visage. Cette discipline, très en vogue actuellement, était il y a quelques années encore fortement décriée à cause de sa violence. Les règles étaient en effet peu nombreuses et les matchs se finissaient souvent par des KO ultra gore. Aujourd'hui, la donne a bien changé, l'UFC ayant été contraint de modifier les règles de ce sport afin de protéger les combattants. Histoire sans doute de pérenniser un peu ces stars. Une star ayant une durée de vie supérieure à la minute de combat, c'est toujours mieux. Toutefois, le free fight reste encore un exercice extrême. Le premier challenge pour THQ, qui souhaitait proposer des affrontements réalistes, a donc été de retranscrire l'intensité des combats à l'écran. C'est pas un jeu de combat classique où on va pouvoir enchaîner 800 coups avec le sourire. Là, forcément, il va falloir donner un petit peu de sa personne, donc il va falloir avoir un côté stratégique sur quels enchaînements donner à quel moment. Quand les combattants vont sortir également des coups, donc leur barre d'endurance va un petit peu s'affaiblir aussi parce que ils sont forcément un peu groggy suite à des coups un peu violents. Mais par contre, comme dans l'UFC, tu peux avoir des changements de situation, c'est-à-dire que 2 coups bien placés et le KO peut arriver très vite. Donc tu n'as pas une barre de vie à proprement dit, mais tu vas avoir un coup fort, un coup faible, et une fois que ta barre est terminée, c'est bon, tu as gagné. Tu vas avoir des coupures sur des coups de coude, tu vas avoir le visage qui va être marqué. Au plus tu vas aller dans les combats, tu vas pouvoir avoir l'œil qui va se refermer, différentes coupures, un nez un peu cassé, les flancs qui vont commencer à devenir violacés petit à petit en fait. C'est pas sur l'impact, mais comme dans la réalité, tu as le bleu qui va apparaître au fur et à mesure. Alors au niveau des coups, donc tu as les 4 boutons de base qui sont les 2 boutons de poing, 2 boutons de pied. Tu as les deux boutons qui sont sur la tranche en fait, du côté droit qui vont être tes garde haute, garde basse. Et ensuite tu as tes autres boutons qui vont te permettre de faire des combinaisons avec les boutons classiques.
Pour tout ce qui est phase au sol, en fait, ce sera uniquement avec le stick droit où tu vas pouvoir en fait te déplacer. Donc en fait, dans l'UFC au sol, ce qui est vraiment important, c'est les changements de garde pour essayer d'avoir la meilleure position possible pour soit dégager un bras pour attaquer au niveau du visage, soit un genou pour attaquer au niveau du flanc. C'est vraiment ce système-là pour avoir un système assez complexe au sol pour pouvoir se démarquer. Même s'il n'a pas participé directement à la conception du jeu, Cheick Kongo a visiblement apprécié le travail réalisé sur UFC Undisputed, à une exception près. Le jeu il est bien, comme je le disais à certaines personnes, du moins responsables du prototype qui est présenté là, c'est que j'ai une pilosité accrue. Donc ça serait sympathique de me la retirer parce que je suis pas comme ça au quotidien. Mais sinon hormis ça, non c'est probant d'un réalisme et c'est vrai que moi-même j'en suis encore sur le cul, donc non c'est agréable, c'est très agréable. Prévu sur Xbox 360 et PS3, UFC 2009 Undisputed devrait sortir le 22 mai prochain. Et tout de suite, c'est la critique de 50. T'as vu, j'avoue, West Coast représente, Quimper is in the house, spécial dédicace à tous ceux qui aiment le rap et tous ceux qui aiment le hip-hop. Wesh wesh, tu peux pas tester. Ok, on coupe. Tout de suite la critique flash. Désolé pour l'interruption des news. Bilal, Sparking, McDescar, t'inquiète, 92 à faire, y a rien à faire. Ouais, 50 Cent, c'est un rappeur de la East Coast. Son vrai nom, c'est Curtis Jackson 3, comme Rambo 3, t'as vu? Trop, il a grandi dans la rue, c'est pour ça c'est un vénère. T'as vu, il a même fait de la zone, sérieux. Mais maintenant, c'est un gangsta rap. Trop, il a connu le succès. Il a rappé avec les plus grands, t'as vu? Mais bon, ça, on s'en bat les steaks. On est là pour parler de 50 Cent Blood on the Sun sur Xbox 360 et Play 3, j'avoue. C'est le jeu vidéo de la suite du premier jeu de 50 Cent. En fait, dans le jeu, 50 il est vénère, parce qu'il y a un que mec qui lui a bicrave de la thune, tu vois. Alors le chef des mythos, il veut lui filer un vieux crâne en diamant, et il s'écrit dans Indiana Jones ou quoi l'autre. Alors 50 il l'emmène dans sa caisse, t'as vu? Mais là, il y a une embuscade, les gens ils tirent, il y a du feu, nanana. Mais ça où 50 Cent? Il sort direct de la bagnole, il va péter à tout le monde, hein. Mais 50, ça se voit, il aime Gears 2. Tu connais Gears 2? Bah là c'est pareil quoi, tu te balades avec une arme à la main, tu fais le ménage comme ils disent dans les films de guerre. Tu te vois à l'arrière, t'as vu? Au milieu de l'écran t'as une cible. Et BABAM! Tu choques les bolos quand tu passes dedans. Sauf 50 Cent, c'est une star tu vois. C'est pour ça il se déplace qu'avec des membres du G-Unit. G-Unit c'est son crew en vrai. Mais des fois, obligé il y a son cop, sinon il peut pas passer. Alors ils font la courte échelle, ou ils se lèvent de queuteries en fer qui ferment les magasins. Mais 50 Cent tu peux faire des trucs tout seul aussi. Comme casser les murs ou pécho les posters. Ça rapporte les bonus les posters. Après trop, tu peux réécouter le bon son de 50. Attends, t'as vu le truc de Guedin? C'est des morceaux inédits que t'as pas pu écouter avant. Truc de ouf aussi. Attends, le nom des succès en fait, c'est le nom des chansons de 50. Trop de la bombe de balle. Par contre, c'est traduit en français, du coup, c'est pas chambé. Non mais le truc aussi, c'est que 50 Cent, il est trop fort dans le jeu. Il se fait marrer à coups de balle dans le corps, et il mouffe poilou, abusé quoi. Mais bon, 50, il s'est déjà percé la peau, t'as vu? C'est pour ça il est invincible, c'est réaliste en fait comme jeu. En tout cas, moi j'ai bien kiffé comme jeu, tu vois. Mais le truc, c'est faut être fan de Gears et de 50 Cent. Parce que sinon, bah tu risques de te faire yèche un peu, t'as vu. Mais bon, moi je quitte de toute façon. A candy shop, a candy shop, a candy shop. Yeah, I'm on my way. Bon bah voilà, on vient de voir la critique flash de 50, donc un jeu à l'honneur de cette star du rap. Donc c'est assez hallucinant de voir ce type de jeu, mais quelque part il y a une évolution quand même, puisque les jeux à licence, en règle générale, c'est quand même des jeux complètement pourris, etc. Et là on arrive à un certain niveau de qualité, c'est-à-dire que au niveau de la réalisation, ça tient la route, le gameplay qui est vachement inspiré de celui de Gears of War, il fonctionne à peu près. Le jeu est quand même très linéaire, très dirigiste, et le personnage de 50 est mis en avant de façon complètement hallucinante. Mais ça fonctionne vaguement, donc j'imagine que les fans, peut-être de 50, pourraient s'y retrouver. Pour les autres, on... Non mais c'est bien, ça se trouve, il y a peut-être une chance qui se consacre qu'aux jeux vidéo, et peut-être qu'il arrête la musique. Ce serait peut-être une bonne chose, en effet. Ouais. Donc en attendant, nous, on va passer à un vrai jeu, avec un jeu un petit peu inspiration FPS années 90, avec Necrovision.
La Première Guerre mondiale est un contexte trop rarement exploité dans les jeux vidéo, en dehors des wargames. Les quelques jeux à y faire référence proposent le plus souvent des contextes alternatifs, à la manière du sympathique mais peu connu Iron Storm en 2002. Et le seul moyen de sortir, c'est de me jeter dans la gueule du loup. Necrovision, le nouveau FPS de One C Company, ne fait pas exception à la règle. On retrouve les tranchées de Verdun en 1916, mais infestées de morts-vivants, vampires et autres esprits malins, déchaînés par erreur sur la Terre par l'inconscience des savants allemands. Respecte les nuances. Tu es dans ton tour, on dirait. D'ores et déjà, on devine que le pitch de départ du jeu n'est pas à prendre au premier degré. Une impression confirmée par son héros répondant à tous les clichés de l'aventurier américain, arrogant et increvable. Tu es tanné. Direct non. Un second degré assumé par les créateurs du jeu, tel Duke Nukem en son temps, le héros balance parfois quelques répliques directement issues de films comme Evil Dead. Toutefois, malgré le côté grand guignolesque de l'ensemble, il faut saluer le travail effectué par les développeurs pour restituer cette époque, au travers par exemple de lettres de soldats que le joueur collectera au fil de sa progression. 14 décembre 1916. Chère Sarah, tu me manques tellement. En termes de gameplay, même si l'on retrouve quelques-unes des innovations des FPS récents, avec par exemple un système de ralenti à la FIR, Necrovision semble surgir d'un autre âge. La mort, et encore la mort. Son ambiance et son atmosphère rappellent clairement des classiques du genre, comme Blood et surtout Return to Castle Wolfenstein. D'ailleurs, par bien des aspects, on pourrait le décrire comme un Wolfenstein QV 1916. Mais soyons clairs, c'est loin d'être une mauvaise chose. Le détonateur doit être là. En effet, s'il s'agit d'un jeu hautement stupide où il faudra défourailler à peu près tout ce qui se présentera à portée de tir, ce type de FPS bourrin a aussi son charme. Et un bon défouloir fait parfois du bien après une rude journée de travail, surtout lorsqu'il se révèle techniquement tout à fait correct, comme c'est le cas de Necrovision. Bref, un jeu réussi et divertissant qui permettra aux amateurs du genre de patienter en attendant le prochain Wolfenstein. On termine les news avec le règne des trois. Ça, maintenant, le jeu vidéo, c'est quand même un vieux média. Bon, on a quand même des séries genre Final Fantasy, etc. On en est déjà genre au 13e épisode. Pas encore, mais bientôt. Bientôt, on espère bientôt. Et ensuite, bah là, on a quand même pas mal de 3e épisodes très attendus qui débarquent, dont un certain... God of War. God of War. Donc, tu avais lancé sur la dernière mission un trailer qui datait un peu. Ouais, qui datait sérieusement. Donc là, on a un dernier trailer à vous montrer qui vient de sortir là il y a quelques semaines. Donc, vous allez enfin pouvoir le voir sur No Life. Tout de suite, le trailer. Et on conclut ces news avec le dernier trailer consacré à God of War 3.
On l'a récupéré sur le PSN japonais. C'est encore un 3, bien sûr. Yakuza, le 2 était sorti en France. Ouais. Et pour le 3, on n'a pas de date pour le moment. Malheureusement. Donc on espère qu'il va sortir. Toi, t'avais joué un petit peu à Yakuza ou... Ouais, vite fait. J'avais bien surkiffé mon aventure. Donc on se demande, on se pose la question, est-ce qu'un jeu comme ça peut toucher le public européen? Moi, je dis que oui. Et moi, je sais que oui. Voilà, parce que bon, c'est quand même le gameplay en fait d'un GTA 4, d'un GTA, de la série des GTA. Donc c'est open world, tu peux faire un peu ce que tu veux, etc. Et t'as une forte thématique japonaise où tu peux vraiment, comme dans Shenmue, genre expérimenter un peu Tokyo et ses environs, et comme un vrai bad boy. Donc ça, je pense que ça plaît, pas seulement aux spectateurs de No Life, mais à beaucoup de gens. Donc on espère que le jeu va sortir. Et tout de suite, une petite avant-première news développée sur Yakuza 3. C'est bien ça. Après 2 épisodes sur PS2 et un spin-off inédit en Europe sous-titré Kenzan, la sortie des Ryuga Gotoku, aussi appelé Yakuza, s'est enrichie d'un 3e volet au Japon depuis le 26 février. Pour l'occasion, Sega a mis une démo du jeu à disposition sur le PSN Nippon. Après avoir passé quelques heures dessus, on est en mesure de vous donner nos premières impressions sur ce Yakuza 3. Dans cette démo, on débute directement dans le fameux quartier de Kamurocho, déjà présent dans les 2 premiers Yakuza. En se baladant, on se rend compte du travail accompli sur les graphismes. Le quartier ressemble beaucoup à ce que l'on connaissait déjà, mais les détails sont infiniment plus nombreux que dans la version PS2. Normal, on est sur PS3 et ça se sent. Lors des combats, on remarque aussi tous les effets visuels rajoutés pour renforcer la puissance des coups de Kiryu. Mais surtout, les temps de chargement entre les déplacements dans la ville et les divers affrontements sont extrêmement courts, voire quasi inexistants. Un énorme plus pour le jeu, qui rend l'action beaucoup plus fluide et permet de maintenir le joueur immergé dans l'aventure. Enfin, la modélisation des personnages est toujours aussi réussie. Seul souci technique notable sur cette démo, la présence d'un léger aliasing pas vraiment méchant. Les combats quant à eux sont toujours aussi dynamiques. On se bat sans problème contre 4 ou 5 adversaires en même temps et comme d'habitude, on peut se servir d'éléments du décor pour les corriger mais aussi fracasser leur crâne. Ah oui, ça fait mal. Et histoire de faire encore plus mal, on peut se servir de poings américains, de nunchaku et de toutes sortes d'armes en cours de combat. Les furies. N'oublions pas les nouvelles furies QTEisées. La réussite des enchaînements de boutons déterminant la puissance des différents coups. Dans la démo, il était possible de tester quelques-unes des nombreuses activités présentes dans la version complète du jeu. On a ainsi pu s'essayer au karaoké, jouer à quelques jeux en arcade dans le club Sega, notamment un shoot très sympathique, ou encore draguer des hôtesses. Bref, rien qu'avec cette démo, on a pu vérifier que le jeu allait bien être aussi chronophage que ses prédécesseurs. On espère que ce 3e épisode sortira prochainement chez nous, à l'image de Yakuza 1 et 2. Mais vu l'ambition de Sega avec Yakuza 3, on a bon espoir. Pourquoi tout est en noir et blanc? C'est vrai ça, c'est en noir et blanc. Ah, j'ai compris Thierry, c'est Mad World, c'est la violence à l'état pur. C'est Mad World, c'est la violence. Le reportage tout de suite. Mad World, c'est un peu le jeu que personne n'attendait sur Wii. Sur Xbox 360 ou PS3, la sortie d'un tel titre n'aurait surpris personne. Mais sur la Wii, si familial et casual, c'est une autre histoire. Your skills are sure to please my client. Well, anyone else here feel they deserve a sponsor? Ce projet de jeu d'action à la 3e personne, 100% gore en noir et blanc matiné de rouge, totalement barré, à l'humour sauvage hérité d'une certaine tradition comic book, s'apprête pourtant à débarquer sur la console de salon Nintendo, estampillé d'un très mérité Peggy 18+.
Pour marquer sa sortie imminente, nous avons une nouvelle fois rencontré Inaba Tsushi, son producteur et créateur du studio de développement Platinum, à l'occasion du dernier Micromania Game Show. ですね、もともとそのカプコンっていう会社にいて、で、そのカプコンからクローバースタジオっていう会社、僕が代表を務めてた会社があるんですけれども、そのスタッフを母体にして設立した会社ですね。そこにさらに元カプコンのスタッフであるとか、他の会社のスタッフであるとかっていう人たちが合流して、基本的にはあんまり今の日本のスタジオにない面白いものを作ろうっていうのを目標にやってます。世界に通じる面白いものを作ろう。見た目でもすごく変わってて、やってることも面白いっていうコンセプトで作り始めたんですけれども、まず白黒のグラフィックスっていうのが非常に特徴的で、暴力ってあんまりこうなんていうんですかね、許されがたいメインテーマにしてますけれども、行き過ぎた暴力ですね、ちょっと笑えるぐらいの暴力性っていうのをテーマにしたゲームですね。Dès les premières minutes de jeu, au moment où Jack apparaît, les traits mauvais et la clope au bec, il est évident que le jeu ne se prend pas une demi-seconde au sérieux. Héros caricatural au possible, ancré dans la culture comic book, d'où l'utilisation de vignettes lors des scènes cinématiques in-game, Jack est le prototype du bourrin porté sur la déconne, façon Schwarzy dans Commando. Bien sûr, la référence à Sin City saute aux yeux, mais le ton employé dans le jeu n'est pas celui de Frank Miller, il se rapproche davantage de celui prisé par John Carpenter. Le contexte de Mad World n'est d'ailleurs pas sans rappeler le film New York 97. Jefferson Island, Manhattan fantasmé et sanguinolent se retrouve coupé du monde et pris en otage par une armée sans nom. La ville devient alors une foire d'empoigne, une arène romaine répondant aux impératifs de l'audimat et aux desiderata de mystérieux sponsors. Chaque coup, surtout les plus vicieux, se monétise en dollars et en indices de popularité. Et Jack débarque comme un chien enragé dans un jeu de quilles ensanglanté, avec la ferme intention de se faire un maximum de pognon. Sport, but I'm a fast learner. So let's get going, shall we? Wouldn't want to keep the audience waiting. すごく単純なインターフェースを採用しているアクションゲームですね。で、単にその殴る蹴るであるとかっていうことをメインにしてるわけではなくて、そういうこともできるし、いろんなそのデスウォッチっていう世界は殺し合いの世界なので、遊園地みたいなテーマパークみたいな感じですね。で、いろいろ殺せる仕掛けがあるので、それをいかにこう自分なりにクリエイティブに使って人を殺していくのかっていうのを探すのがすごくゲームのキーになってますね。なんていうんですかね。リアルにグラフィックスを作っていくと、やっぱりその暴力っていうテーマを扱うことに対して非常にやっぱり暗くなっていく、生々しくなっていく、でそういう扱い方をまずしたくなかったので、やっぱり漫画的な表現にしたかったんですね。で漫画的な表現にした中でこういろんなアプローチをしたんですけれども、変に色をつけちゃうとやっぱりリアルなそのグラフィックスよりも劣って見えちゃう。すごく尖った表現っていうのをする。でこのゲームのテーマである暴力っていうのを生かす、その血の赤を生えさせるっていうので、もう一回白黒にしちゃおうっていうので出しちゃったんですけれども、思ったよりもやっぱりかっこよくて、でもゲームはちょっと遊びづらくはなっちゃうんだけど、そんなことはいいかっていうので白黒のまま今に至る感じですね。難しいテーマにチャレンジしてるゲームなので、それぞれの国のその倫理審査機構の基準に従ってゲームを構築して、やっぱり見た目で分かる通りすごくハードコアなゲームに一見見えるので、ゲーマーの方には当然のように遊んでほしいんですけれども、ただその Wii で作ってる利点が一つあって、すごくやっぱ触りやすくて遊びやすくて気軽にその気持ちよさを楽しめるので、アクションゲームがその得意じゃない人でも普通に遊べるゲームになってるんですね。だからそのハードコアな人たちだけじゃなくて、ちょっとその Wii を使ってザクザクそのストレス解消したい人たちがいれば、そういう人たちも楽しめると思うんで、本当にいろんな人に遊んでみてほしいです。でやっぱりそのいろんな組み合わせを持って、こんなこともできるんだっていうようなその殺し方ができるんだ、言葉にしちゃうとすごいひどい話ですけれども、そういうところだったり、ブラッドバスチャレンジっていうそのミニゲームのその面白さだったり、
あとはそのステージのテーマ性の違いですね。白黒っていうグラフィックスで同じテーマのステージを描いちゃうとすぐ飽きちゃうんで、本当にそのバラエティー感に富んだステージを用意してるんで、その全然飽きさせない作りになってます。そういうところは本当に期待しててほしいなと思いますね。その僕らはそのやっぱりマッドワールドみたいなブラックユーモアっていうか、そういうものを日本人の感覚と欧米の人々の感覚が違うんで、試しながら作ってるようなところはあるんですね。これは笑われるのか、これはダメなのかっていうのは一つ一つ試しながら作ってるんで、そういうところはやっぱりすごい苦労はしてますね。La Wii est clairement la console qui sollicite le plus un investissement physique de la part des joueurs. Les épaules luxées au bowling Wii Sports sont là pour le prouver. Avec Mad World, cet investissement franchit un nouveau cap pour offrir enfin un défouloir capable de séduire les adultes dotés d'un minimum d'humour. Et entre deux parties de Wii Golf, ce jeu Platinum possède un je ne sais quoi de rassérénant. Oh putain, c'est un coup de grâce qui a de la classe. Ce cowboy ne reverra pas son ranch de sitôt. On vient de voir le reportage Mad World, donc évidemment, il y en aura. Que ce type de violence peut choquer. Donc on s'attend à voir, genre je sais pas, Famille de France ou autres, qui vont se jeter sur ce jeu, en plus qui sort sur Wii, en disant genre oh mon Dieu au secours, les enfants, ils vont pas comprendre, ils vont devenir super violents. Évidemment, ça se prend pas une demi-seconde au sérieux, c'est totalement cartoon. La direction artistique du jeu a été étudiée justement pour donner ce recul par rapport à tout ce qui se passe dans le jeu. Et en plus, donc Sega communique sur le jeu d'une façon assez rigolote en ressortant un vieux personnage. Ouais, tout à fait. Maître Sega. Et alors, je sais pas, donc vous me donnerez votre avis. Je trouve qu'il a un faux air de Marcus. Oui, il y a un faux air de Marcus, tout à fait. Et Maître Sega, tu peux en parler un petit peu? Ouais, alors tout à fait. C'était le Quepon qui accompagnait plein de campagnes de pub pour la Mega Drive, donc dans les années 80. Sega, c'est plus fort que toi. Exactement, c'est lui. Ça. Et il y avait vraiment des pubs rigolotes à l'époque qui passaient un petit peu dans les magazines spécialisés, où tu avais par exemple genre une photo avec une mère de famille complètement genre avachie sur sa chaise, genre l'air brisé, et c'était avec un titre du genre Thérèse vient de se faire exploser à Golden Axe, elle a du mal à s'en remettre. Sega, c'est plus fort que toi. Donc il retrouve un petit peu cet esprit-là, et on va vous montrer justement un petit extrait de ces vidéos qui ont été faites par quelqu'un qui ressemble à Marcus. Salut, c'est Bernie, bienvenue à Vidéomad. Vous le savez, ici on ne diffuse que vos vidéos à vous, prises sur le vif avec vos mini micros caméscope Blu-ray 5G ou alors vos implants oculaires à disque dur. Et y a pas à dire, en ces temps d'épidémie et de radiation, ça fait du bien de se réchauffer les zygomatiques, surtout en plein hiver nucléaire où on se caille sacrément les flocons. Tout au long de l'année, vous avez été nombreux à nous envoyer vos vidéos, mais parmi vous, il y en a un qu'on a diffusé bien plus souvent que les autres et qui est devenu une véritable vedette ici, c'est le fameux Jack de Varigan City. Alors cette semaine, je vous propose un véritable best-of de ses meilleures vidéos et on commence avec les mésaventures de Jack dans les transports en commun. Vous allez voir qu'avec lui, TGV rime avec trip, gore et viscère. Alors, en voiture, les voyageurs, le TGV arrive en gare de Varigan City. Varigan City, 2 minutes de cran d'arrêt. Excusez-moi, le train pour Bruxelles? Pour Bruxelles? Attendez, le plus simple, c'est que je vous y dépose. Je crois que c'est celui-là, sur la voie. Attendez, je regarde. Oui, c'est celui-là, dépêchez-vous. Merci, Anne Fouet. Excusez-moi, ce monsieur va à la gare et c'est pas du tout ma route, ça vous embêterait de l'amener? Pas du tout, il n'a qu'à monter. Allez-y mon brave. Merci, mais méfiez-vous, il est un peu prise de tête. Oh, ma bagnole, c'est pas possible, j'en trouve pas ma bagnole. Non, c'est pas celle-là. Pourtant, je suis sûr de l'avoir garée par là. Avec leur nouveau système de parking vertical pour gagner de la place, là, on n'y comprend plus rien. Ça m'énerve, ça m'énerve. Eh ben voilà, c'est foutu. Non mais à tous les coups, tu vas voir que c'est la fourrière qui l'a enlevé dans mon dos. Non, je vais pas mettre ma cagoule. Tu mets ta cagoule et puis c'est tout. Voilà. Ah, c'est malin. Bah maintenant tu vas rater le bus. Allez, dépêche-toi. Vole mon ange. Et
comme on dit chez nous, si tu rates le bus, pas de panique. Le bus, lui, ne te ratera pas. Nous vous rappelons que ce train est sans arrêt. Veuillez vous éloigner de la bordure du quai. Merci. Comment? Qu'est-ce qu'elle a dit? Chef, c'est qui l'employé du mois? C'est un mec qui vise haut, qui encaisse bien, qui fait preuve de souplesse et surtout, qui veut aller loin. Chef, c'est vrai que c'est moi l'employé du mois? Non mon poulet, tu t'égoures et toi, t'es l'empalé du mois. Et toi, t'as vu l'heure qu'il est? C'est à cette heure-ci que tu te pointes? Mais je rêve, combien de fois faudra que je vous le répète? Je dois pointer en arrivant. C'est pourtant pas compliqué, non? Excusez-moi, pour aller à Bruxelles? C'est la grève, tu ferais mieux d'y aller en caisse. Oh bah non, tiens, finalement, le v'là, le train pour Bruxelles. Avec ces grèves, c'est toujours la même chose. On est pris à la gorge, on se retrouve le dos au mur, notre société part en lambeaux. C'est moi qui vous le dis, monsieur. Ah, sacré Jack, j'adore les vidéos qu'il nous envoie, mais je n'aimerais pas me retrouver coincé à côté de lui dans le métro aux heures de pointe. Je suis sûr que c'est le genre à se faire de la place à coups de tronçonneuse. Et en même temps, je suis sûr que c'est un gars ouvert, cultivé, raffiné, qui aime recevoir ses amis, prendre soin de son petit intérieur. On le soupçonnerait pas comme ça quand on le voit ouvrir un gars en deux dans le sens de la longueur, mais je suis sûr que c'est un gars qui a lui aussi son petit jardin secret. Regardez. Dans notre rubrique jardinage, aujourd'hui, comment faire pousser un bonsaï géant? Placez l'arbrisseau chétif dans une pièce suffisamment haute de plafond, arrosez copieusement plusieurs fois par jour si nécessaire, et très vite ces petites branches s'élanceront vers le ciel azuré. Cette merveille végétale deviendra une source intarissable de bonheur et de sérénité au sein de votre foyer. Aujourd'hui, Maryse, dans notre téléachat, nous vous proposons le porte-manteau Octoplast. Et quel drôle d'objet, Jean-Pierre! Comment l'utilise-t-on? Eh bien, c'est très simple, Maryse. Comme vous le savez, quand on reçoit des amis à la maison, on n'a pas toujours suffisamment de place pour accrocher leurs effets personnels sur un porte-manteau normal. Eh bien, avec le porte-manteau Octoplast, ce n'est pas un, ni deux, ni trois manteaux que vous pourrez accrocher, mais toute une ribambelle. Oh, mais c'est formidable, Jean-Pierre! Et dites-moi, ça m'a l'air sacrément solide! Tout à fait, Maryse. Le porte-manteau Octoplast peut supporter jusqu'à 120 kg de pression au centimètre carré. De quoi accrocher les manteaux des cœurs de la nouvelle armée rouge au grand complet. Et en plus, il est très décoratif. Tout à fait. Et son prix de lancement n'est que de 595 crédits galactiques. Un prix très accrocheur, Jean-Pierre. Accrocheur. Accrocheur. Excellent, Maryse. Accrocheur. Ce soir, je serai la poubelle pour aller danser. Aucun doute, pour aller danser ce soir, c'est vraiment toi la poubelle. En plus, habillé comme ça, c'est sûr, tu vas mettre le feu. Je trouve que les gens sont affreusement injustes envers l'art moderne. On dit oui, c'est facile, tout le monde peut en faire autant, un enfant de 5 ans gribouillerait la même chose. Eh bien, je m'excuse, mais c'est pareil avec l'art classique. N'importe qui peut faire une reproduction du Penseur de Rodin, par exemple. On s'assoit sur la cuvette des WC, on coule un bronze, on prend un air absorbé, et voilà. Alors moi je dis non, 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 pour moi une œuvre n'a d'intérêt que si elle est déstructurée. Et c'est la même chose avec la Vénus de Milan. N'importe quel imbécile équipé d'un canif peut en faire autant. Ça nécessite juste un minimum d'habileté manuelle. Mais ce n'est pas de l'art, ça, monsieur, c'est de la boucherie. À moins qu'on ne détourne l'œuvre de son fonctionnement premier en jouant subtilement sur les codes de la mise en espace, en l'exposant par exemple par le truchement d'un accrochage audacieux qui souligne la vacuité de la condition humaine. Alors là, oui, éventuellement, ça peut devenir de l'art. Ou du cochon. Du cochon. À titre personnel, je dois dire que j'apprécie beaucoup cette façon de sculpter les corps, en quelque sorte. La sculpture sur viande, c'est vraiment ce qu'on peut appeler de l'art conceptuel. Après l'expressionnisme, l'impressionnisme, le surréalisme, le dadaïsme, le cubisme, on peut dire que Jack, à lui tout seul, a inventé un nouveau courant artistique, le vandalisme. Voire même l'aérodynamisme quand on le voit comme ça tranché d'un geste gracieux, deux bras de manière parfaitement symétrique. Mais ne vous découragez pas, peut-être que vous aussi, si vous continuez de nous envoyer vos vidéos, vous vous retrouverez un jour exposé ici aux côtés de Maître Jack. Allez, salut les artistes! Trois minutes pas plus pour parler d'un
Jeu 3+, c'est notre moment de poésie, notre moment de bonheur, de zénitude, notre moment justement de soulagement, de relâchement après autant d'images violentes, etc. Il n'y a pas que des jeux 18+, il y a aussi des jeux 3+, il y a pour tous les publics, etc. Donc justement, on voulait offrir la possibilité aux spectateurs de relâcher un petit peu la pression. Et c'est quoi le jeu là dont on va parler, 3+? C'est un jeu qui s'appelle Witcher, qui est fait par Namco Bandai. Oh, avec des cheerleaders. Avec des cheerleaders, ouais. Oh là là, il m'est arrivé un truc de dingue l'année dernière. Bien sûr, c'était très très mignon. Ouais. C'était pendant le Spring Break 2008, j'étais parti à Cancun. Avec des copines, on avait joué à Action Vérité. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on n'avait pas de vêtements. Et puis, franchement, Vérité, c'est beaucoup moins intéressant qu'Action. Et donc, on était là à se donner des gages et tout. Et toi, tu fais ça, et toi, tu fais ça. À un moment donné, j'avais les genoux derrière les oreilles. Je comprenais pas pourquoi. Mais c'était génial, vraiment. Et 1, et 2, et 3, et 1, 2, 3. C'est bon là, je suis chaud. Witcher est une simulation de cheerleaders développée par Namco Bandai Games. Après avoir sélectionné sa pom-pom girl, on doit se farcir un tutoriel aussi austère que longuet, entrecoupé de temps de chargement casse-pompon qui malheureusement s'avéreront omniprésents. On apprendra donc à suivre le rythme des repères à l'écran, les mouvements de base, les mouvements standards et les avancées. Witcher se joue à l'aide d'une ou de 2 Wiimotes. Et oui, pas de nunchuk. Le nunchuk, c'est un truc de mec. Une Wiimote dans chaque main, le joueur pom-pom doit parvenir à suivre dans le timing le déplacement d'une étoile sur des tracés rouge et bleu. Bleu pour la main gauche, rouge pour la main droite. Et là, un premier constat s'impose. Cheerleader, c'est crevant. Non, vraiment, ça tue. La reconnaissance des mouvements est optimale et le joueur ne pourra s'en prendre qu'à lui s'il n'enchaîne pas les super, mais au contraire les un peu plus forts ou les pas comme ça. Et en dehors des chorégraphies, il faudra en plus faire face à la pression du public lors des championnats, ainsi qu'aux petites attaques psychologiques des concurrentes avant une épreuve. Parce que le monde des cheerleaders, c'est comme les feux de l'amour au Koh-Lanta, tous les coups sont permis. Et là, entre finir Gears of War 2 en mode démon et exécuter une chorégraphie sur une chanson de niveau 4, je ne sais pas ce qui est plus dur pour les nerfs. Non, vraiment, je sais pas. En revanche, d'un point de vue physique, Gears ne fait pas le poids face à Witcher. Après 10 minutes de jeu, on est en apnée, et le titre Namco Bandai s'impose sans mal comme le jeu le plus physique et le plus épuisant de la Wii. Heureusement qu'il ne gère pas le Wii Balance Board, parce que là, il y aurait eu des morts. Ok, commençons avec les jambes. Le jeu propose d'ailleurs un mode exercice pour perdre des calories, sans oublier une armoire pour essayer les petites tenues gagnées, et un mode concours d'encouragement jouable en duel ou à 4. Mais ce jeu, qui s'adresse avant tout aux petites filles, on l'aura compris, constitue une vraie menace pour le joueur mâle. Si votre copine vous contraint une partie, il n'est pas impossible qu'au bout de quelques heures de jeu, épuisé, coincé sur la première chanson de niveau 1, vous parveniez enfin à gagner une épreuve à force de moulinets et de dandinnements sauvages, et c'est à ce moment-là que le petit couinement de victoire qui s'ensuivra logiquement risque de mettre fin à votre couple tout en portant un coup fatal à votre virilité. Maintenant, on a une émission spéciale qui s'invite dans Classé 18+. De temps en temps, justement, on a des émissions comme Hidden Palace, comme Retro and Magic, comme Autoplay, et en fait, qui s'invitent dans l'émission pour parler de jeux 18+. Et là, en fait, on a un Retro and Magic qui nous a été préparé par Julien Pirou et qui est consacré au Build Engine. Est-ce que tu sais ce que c'est, le Build Engine? Tu m'en as parlé juste avant qu'on tourne. Heureusement, d'ailleurs, parce que tu savais pas ce que c'était. Non, pas du tout. Donc, on va voir tout de suite ce qu'est le Build Engine, et en plus, vous verrez, il y a un lien logique avec la critique qui est lancée juste après. Le RAM. La société Apogee Software a bâti son succès sur ses shareware et ses personnages emblématiques, comme Commander Keen et Duke Nukem. Mais aussi sur ses FPS comme Blackstone ou Rise of the Triad. La société décide donc de créer 3D Realms, un studio spécialisé dans le FPS et son propre moteur 3D, ce sera le Build Engine conçu par le programmeur Ken Silverman. Le premier jeu à utiliser le moteur Build sera Witchhaven, un FPS médiéval dans la veine de Hérétique et Exen. Pas franchement convaincant d'un point de vue technique, ce jeu ne resta pas dans les annales.
L'équipe de Witchaven récidivera la même année avec TechWar, un jeu basé sur un univers créé par William Shatner, inoubliable cœur que dans Star Trek. TechWar est déjà plus intéressant puisqu'il propose un univers ouvert dans lequel le joueur peut se déplacer à sa guise pour accomplir différentes missions. Les niveaux sont peuplés de civils que le joueur devra épargner sous peine de voir la police se retourner contre lui. Ce qui n'est pas gagné vu qu'il est difficile à l'œil nu de différencier les civils des criminels prêts à sortir une arme pour nous abattre. Un peu comme dans la vraie vie finalement. Preuve s'il en est qu'un moteur de jeu, si bon soit-il, a besoin d'une killer app pour révéler tout son potentiel, et qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, 3D Realms va entrer dans la légende du FPS avec un titre exceptionnel, Duke Nukem 3D. Ce troisième épisode de Duke commence donc exactement là où le précédent s'était arrêté. Revenant sur Terre après avoir été enlevé par les aliens dans Duke Nukem 2, Duke s'écrase à Los Angeles et découvre qu'en son absence, les extraterrestres ont envahi la Terre. Les aliens sont brutaux, salaces et pervers, et comme parfois il faut combattre le feu par le feu, Duke est tout indiqué pour leur régler leur compte. En tant que FPS, Duke Nukem 3D est déjà redoutablement efficace. Bestiaires variés, armes originales, niveaux tentaculaires, mais ce qui va lui permettre de sortir du lot est son ambiance résolument adulte et trash. En effet, Duke, qui n'est jamais à court de vannes ou de répliques cinglantes, va devoir affronter les aliens dans les quartiers les plus pervertis de LA, écumant peep shows, sex shops et autres cabarets de striptease. Plus tard, son aventure le conduira aussi sur la Lune, histoire de changer un peu d'air. Malgré son second degré permanent, Duke Nukem 3D pouvait parfois se montrer assez flippant. Duke Nukem 3D reste sans doute l'un des FPS les plus populaires de tous les temps. Il sera porté sur quasiment toutes les machines de l'époque et donnera lieu à quantité d'add-ons plus ou moins débiles. La vraie suite, elle, se fait toujours attendre. Exhumed, alias Power Slave aux États-Unis en référence à l'album d'Iron Maiden, est un petit FPS sympathique qui est surtout connu pour sa version Saturn, l'un des premiers FPS dignes de ce nom sortis sur console. A noter que seule la version PC est basée sur le moteur Build, les versions console utilisant un moteur appelé Slave Driver Engine. La version PC était toutefois inférieure aux versions console qui proposaient une architecture ouverte à la manière des jeux Metroid, là où la version PC se montre nettement plus linéaire. Les développeurs de Monolith Software vont à leur tour entrer dans la danse en proposant Blood, un FPS dont l'objectif avoué est de repousser les limites du gore. Le jeu propose ce genre d'ultra-violence tellement outrancière qu'elle en devient hilarante. On y incarne Caleb, un cow-boy mort-vivant bien décidé à se venger du culte maléfique qui a causé sa mort. Sa quête sanglante le mènera de temples impies en cité morbide, au fil de niveaux glauques mais remplis d'humour noir. L'ambiance gothique de Blood et l'ingéniosité de son level design en feront un autre grand classique du Build Engine. Pour l'anecdote, Blood est la source d'inspiration principale du manhwa Priest du dessinateur coréen Young Min-mi. Plutôt qu'une nouvelle aventure de Duke, les joyeuderies de 3D Realms décident de varier les plaisirs en proposant un nouveau héros avec Shadow Warrior. Très similaire à Duke dans l'esprit, Shadow Warrior parodie les mangas et les films de kung-fu dans la joie et la bonne humeur. Dans un Tokyo décadent, le joueur incarne Lo Wang, un ninja bien décidé à détruire une mafia constituée de créatures maléfiques du folklore japonais. Shadow Warrior est très rigolo, mais il ne propose malheureusement pas grand chose de neuf par rapport à Duke Nukem 3D. Le dernier jeu sorti sous le Build Engine sera Redneck Rampage, un titre qui entérinait la tradition des FPS trash et irrévérencieux qui caractérisent ce moteur. Cette fois-ci, on incarnait un bon gros bouseux de la campagne américaine profonde qui allait devoir affronter les aliens qui avaient volé son cochon. Le joueur régénérait ses points de vie en picolant, au risque de devenir bourré et de ne plus y voir très clair.
Une fois de plus, c'est son univers caricatural qui fit la popularité de Redneck Rampage, ainsi que son excellente bande-son à base de musique psychobilly. L'arrivée de Quake et des moteurs 100% 3D sonna le glas du Build Engine. Et d'ailleurs, c'est sous le moteur de Quake 2 que Duke Nukem Forever fut tout d'abord annoncé. C'était il y a plus de 10 ans. Always bet on Duke. On vous en avait parlé dans la précédente soirée classée 18+, dans le cadre d'un reportage. Eh ben là, ce mois-ci, on a la critique. C'est évidemment Fear 2. Et vous allez vous rendre compte que Thierry, c'est pas le rédac chef pour rien, parce qu'il y a un lien en fait. Il y a une logique avec le Retro Magic diffusé juste avant, donc qui parlait du Build Engine. Et le Build Engine, justement, avait été utilisé par Monolith. Monolith, le développeur de Fear 2, donc sur un jeu qui s'appelait Blood. Et d'autres titres. Et donc du coup on peut voir un petit peu l'évolution de ce studio et ce qu'il fait aujourd'hui avec Fear 2 qui est testé sur la version PC. Donc la dernière soirée c'était les images 360. Donc là aussi on varie, on fait ce qu'on peut quoi. Monolith Productions est un des développeurs les plus créatifs en matière de FPS, comme le démontrent leurs nombreux hits avec par exemple Blood, Shogo ou encore No One Lives Forever. Autant de FPS à l'ambiance et à l'univers radicalement différents, avec au choix de l'horreur gothique, du mecha d'inspiration manga ou encore de l'espionnage parodique à la Austin Powers. Sorti en 2005, Fear avait confirmé qu'ils étaient encore capables de surprendre et de continuer à faire évoluer le genre. Fear, en effet, exploitait deux facettes bien particulières. Une action nerveuse digne des meilleurs John Woo et une atmosphère terrifiante évoquant le film The Ring. La licence Fear avait par la suite été exploitée par Vivendi Games qui produisait deux extensions au jeu original, désormais considérées comme non canon. Pendant ce temps, les développeurs de Monolith, dépossédés des droits sur le nom Fear, se mirent au travail sur leur propre suite sous le nom Project Origin. Après la fusion d'Activision et Vivendi Games pour former le behemoth Activision Blizzard, la nouvelle entité se désintéressa de la licence, permettant ainsi aux développeurs de Monolith et leur nouvel éditeur Warner Bros. De reprendre possession du nom. C'est ainsi que la vraie séquelle de Fear sort enfin 4 ans après l'original sous le nom Fear 2 Project Origin. Dans le premier épisode, on incarnait un membre de la force spéciale Fear, acronyme de First Encounter Assault and Recon, envoyé pour résoudre une situation de prise d'otage dans les locaux de la corporation Armacam. Mais l'agent du Fear s'était vite retrouvé confronté à une entité maléfique prenant l'apparence d'une petite fille, Alma. Fear 2 commence quelques minutes avant le final apocalyptique de son prédécesseur. On incarne cette fois-ci le sergent Michael Beckett, envoyé avec une autre équipe armée au domicile de Geneviève Aristide, la présidente d'Armacam, afin de la mettre en détention préventive. Évidemment, les choses ne se passent pas comme prévu et toute la situation tourne rapidement au vinaigre lorsqu'une explosion nucléaire réduit en poussière la ville de Fairfort. Beckett reprend ses esprits dans une clinique d'Armacam, réalisant bien vite que la corporation a fait des expériences sur lui pendant son coma. Ces nouvelles capacités ne seront pas de trop pour survivre aux commandos d'Armacam, venus effacer toute preuve compromettante, et surtout aux forces surnaturelles déchaînées par Alma, plus puissantes que jamais. Alors 3, prête, au rapport. Le gameplay de Fear 2 est extrêmement proche de celui du premier épisode. On retrouve donc ce savant mélange de gunfight effréné et d'hallucinations horrifiques qui fait tout le sel de la série. Les ennemis sont nettement plus variés que dans la précédente aventure. Outre les commandos d'Armacam, les sempiternels clones réplica et les terribles mechas qui reprennent bien évidemment du service, Beckett devra également affronter bien plus de menaces surnaturelles qu'autrefois. Ce qui est logique vu l'influence toujours grandissante d'Alma sur l'univers du jeu. Ghouls galopantes, spectres et macabées marionnettistes capables de lever des armées de zombies deviendront rapidement les nouvelles bêtes noires du joueur. Et ce, d'autant plus que Beckett est limité dans l'arsenal qu'il peut transporter, ce qui l'obligera à laisser tomber certaines armes pour en ramasser d'autres plus intéressantes, au risque de ne pas avoir sous la main la réponse la plus adaptée à la situation qui se présentera au bout du couloir.
On retrouve également différentes attaques au corps à corps, bien pratique, car dans Fear 2, les ennemis sautent carrément à la gorge du protagoniste. La survie du joueur dépend de 2 paramètres, sa santé et son armure, comme au bon vieux temps de Doom. Pour tenir plus longtemps face à un feu nourri, il est possible de renverser des meubles pour se mettre à couvert. À l'instar de l'agent du Fear du précédent jeu, Beckett est capable de déclencher un ralenti qui lui permet l'espace de quelques instants de prendre l'ascendant sur ses ennemis. Il est possible d'augmenter la durée du ralenti en trouvant des bonus cachés dans les niveaux, même si en général, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin. L'intelligence artificielle des ennemis était l'un des grands points forts de Fear et les adversaires de sa suite montrent des comportements tout aussi crédibles, même si on ne remarque pas non plus de réelle amélioration dans ce domaine par rapport au premier jeu. En bon FPS, Fear 2 possède bien évidemment un mode multijoueur. Celui-ci est très classique et propose les modes de jeu habituels. Du deathmatch et du deathmatch en équipe pour les amateurs de frag, ainsi qu'un mode consistant à tenir des points de contrôle, et l'équivalent d'un mode capture de flag pour ceux qui préfèrent une approche plus tactique. On trouve également un mode nommé sécurité intégrée, dans lequel une équipe doit placer une bombe et l'autre la désamorcer, à la manière d'un bon vieux Counter-Strike. Les joueurs gagnent des points d'expérience au fil des parties en multijoueur, qui permettent de débloquer des bonus et d'obtenir un icône spécial représentant son grade, histoire d'épater la galerie. Bref, rien de particulièrement novateur, les développeurs ayant préféré se focaliser sur des modes de jeu dont la popularité n'est plus à démontrer. Fear 2 est un FPS diablement efficace dans lequel on retrouve toutes les qualités qui avaient suscité l'enthousiasme du premier épisode. Mais voilà, le problème est qu'on les retrouve un peu trop. On visite le même type de niveau, on affronte le même type de situation, avec les mêmes mécanismes de gameplay, avec un arsenal quasi identique, et ainsi de suite. Même les apparitions d'Alma ne font plus autant flipper qu'autrefois, car elles utilisent les mêmes ficelles que dans le premier Fear. Quant aux scènes de mecha, tant vantées par les développeurs lors de la promotion du jeu, elles se révèlent trop courtes et bancales. Le jeu regagne un second souffle lorsque l'on arrive dans les ruines atomisées de Fairfort, mais on se rend rapidement compte que l'aventure reste terriblement linéaire, avec un level design bien peu inspiré. Même les graphismes ne sont pas particulièrement impressionnants face à Killzone 2 ou Gears of War 2, et la trop grande facilité du jeu ne le rend guère palpitant. Bref, privé du bénéfice de la nouveauté, Fear 2 fait un peu l'effet d'un pétard mouillé, et ressemble davantage à une grosse mise à jour du jeu original qu'à une vraie suite. Il reste un très bon FPS, nerveux, bien huilé, dans lequel on retrouve l'ambiance glauque et malsaine caractéristique de Fear. Mais difficile de ne pas se dire que Monolith Productions nous avait quand même habitués à plus de créativité, même dans leur suite. Fear 2 Project Origin, malgré ses qualités, ne laissera donc pas vraiment un souvenir impérissable. Dommage. Critique toujours avec celle très attendue du dernier Silent Hill Homecoming. Donc non, après la critique. Tout de suite la critique. Et ensuite, Mehdi va nous parler un peu du jeu aussi. La critique. Chut. En 1992, Frédéric Reynal développe Alone in the Dark, un jeu d'horreur-action prenant place dans un univers fortement inspiré par la littérature fantastique américaine à la Howard Phillips Lovecraft. Le jeu met en scène un personnage entièrement modélisé en 3D dans des environnements en 3D précalculés. Le jeu connaîtra un énorme succès aussi bien critique que public et sera adapté sur de nombreuses plateformes. Un genre était né, le survival horror. Alors que les suites de Alone in the Dark s'enchaînent et plongent peu à peu la série dans la médiocrité, Capcom reprend le concept et l'améliore pour offrir en 1996 Biohazard ou Resident Evil en Occident. Le jeu de Shinji Mikami transpose le gameplay de Alone in the Dark dans une Amérique contemporaine infestée de zombies et autres créatures belliqueuses. Jeu phare du genre horrifique, puisant sa sève dans la mythologie créée par George Romero, Resident Evil aura traumatisé des millions de joueurs à travers le monde. L'horreur vidéoludique fonctionne et rapporte de l'argent, ainsi une vague de jeux horrifiques déferle sur le petit monde du jeu vidéo. En 1999, Konami lance Silent Hill, et contrairement à la majorité des jeux horrifiques de cette époque, ce n'est pas un vulgaire ersatz de Resident Evil.
Ici, plus de décors en 3D précalculés, mais de la 3D en temps réel. Plus de caméras fixes, mais des mouvements d'appareils dérangeants, dont certains sont tellement impressionnants à l'époque qu'ils resteront gravés dans la mémoire de nombreux joueurs. Une atmosphère crade, poisseuse, suintant le sang et la rouille. Une ambiance beaucoup plus mature et glauque avec une histoire mettant en scène un culte ésotérique. Le jeu se démarque tellement du hit de Capcom qu'il crée une alternative dans le genre horrifique, celle d'une peur moins basée sur les jumpscares que sur une ambiance de malaise permanent. Mais c'est 2 ans plus tard que le choc arrive. Honey, did something happen to you? After we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? Maria? Avec son ambiance fortement inspirée par le film L'échelle de Jacob et les peintures de Francis Bacon, Silent Hill 2 met une grande claque à tous ceux qui l'ont fini. Le jeu ne brise en rien les règles instaurées par le premier volet, mais c'est sur le plan scénaristique qu'il retourne le joueur comme un gant. L'histoire met en scène James Sunderland, qui devra parcourir la ville de Silent Hill pour retrouver sa femme décédée 3 ans auparavant. Dans le premier volet, la ville était le théâtre de phénomènes paranormaux terrifiants. Ici, elle est une espèce de purgatoire où se mêlent amour, mort, folie, tourment, culpabilité. Cette histoire d'amour tétanisante, dont le point culminant est la vision d'une certaine VHS, aura marqué le genre pour finalement le renouveler. Le reste de la série n'aura jamais réussi à rééditer l'exploit de ce 2e épisode. It doesn't matter who I am. I'm here for you, James. See? I'm real. Silent Hill 3 continue à développer la mythologie autour de la secte, en proposant pour la première fois d'incarner un protagoniste féminin. Le jeu déçoit un peu, la faute à un scénario moins profond que le 2e épisode. Mais le début de la rupture commencera avec le 4e épisode intitulé The Room. Le jeu tranche radicalement avec ses prédécesseurs, mais il souffre de nombreux défauts de jouabilité et la structure bancale de l'aventure a fait fuir de nombreux joueurs. Mais ceux qui ont fait fi de ces défauts ont pu découvrir un scénario extrêmement sombre réinventant la notion d'identification au personnage. Suite à The Room, Origins sort sur PSP en 2007, mais cette fois-ci ce n'est plus KCET qui le développe, mais Climax, un studio anglais. Le jeu, très efficace, n'est pas vraiment resté dans les mémoires, à cause d'une ambiance et un scénario un peu trop classique, dans l'esprit de la série bien entendu. Et c'est maintenant qu'arrive Silent Hill Homecoming, 5e volet de la série, à nouveau confié à un studio étranger, Double Helix. You've been gone too long. Pour son arrivée sur Next Gen, la série trouvera-t-elle un second souffle, ou la colline restera-t-elle silencieuse? I'll find him. Homecoming met le joueur dans la peau de Alex Shepard, un militaire rentrant du front pour retrouver sa petite famille dans sa ville natale de Shepherd Glen. Shepherd? Oui, car les ancêtres d'Alex font partie des 4 grandes familles fondatrices de cette petite bourgade de la Nouvelle-Angleterre bordée par le lac Toluca. Lorsqu'Alex rentre chez lui, il retrouve sa ville dépeuplée ayant subi une étrange vague de disparition. Et sa mère désespérément esselée car le petit frère Josh a lui aussi disparu. I miss your brother, Alex. Alex fait tout pour retrouver son frère et sera amené à affronter d'étranges créatures ayant infesté Shepherd Glen. I'll find him. Sa quête l'entraînera à Silent Hill où il en apprendra plus sur sa famille, et ses ancêtres semblant être en rapport avec un étrange culte dont les racines proviennent de cette ville voisine. You don't know anything about Silent Hill. I know Dad went there. He went to go fight something.
La première chose que l'on remarque en jouant à Silent Hill 5, c'est que les développeurs ont abandonné le système de caméra des anciens épisodes. Ici, on a droit à une caméra se situant derrière Alex. On déplace son personnage avec le stick gauche et on oriente la vue avec le droit. Il est aussi possible de passer dans une vue à la première personne pour regarder autour de soi. On active cette option en pressant le stick analogique droit, mais une fois entré dans cette vue, il est impossible de se mouvoir. Une autre nouveauté, qui n'en est pas vraiment une, c'est l'utilisation des actions contextuelles. Elles étaient déjà présentes dans les précédents épisodes de la série, mais leurs apparitions étaient plutôt sporadiques. Ici, elles font partie intégrante du level design, et il est très fréquent d'avoir à grimper une corniche, sauter de l'autre côté d'un précipice, se faufiler par un passage étroit, se baisser ou détruire des obstacles. Ces destructions s'effectuent toujours à l'aide des armes, et chaque obstacle doit être éliminé par un certain type d'arme. Par exemple, les planches doivent être démolies à l'aide de la hache, les toiles sont coupées avec le couteau, le tuyau en fer sert à forcer certains meubles. Ce système est plutôt sympathique, mais il entraîne certaines incohérences. Par exemple, il est impossible de couper une toile avec la hache, il faut obligatoirement utiliser le couteau. Ou alors, les planches sont détruites par la hache, mais il est impossible de démolir une porte fermée à clé à la manière de Jack Torrance. Mais bon, ce genre d'incohérence est souvent courant dans le jeu vidéo. Contrairement à l'épisode PSP, Homecoming oublie le principe des armes destructibles, l'une des plus mauvaises idées apportées par le 4e volet. De la même manière que les obstacles, les ennemis doivent être combattus avec des armes spécifiques. Non pas que telle arme ne fonctionne pas sur tel ou tel type d'ennemi, mais il faut les choisir en fonction de leur portée, de leur vitesse et en accord avec la rapidité et l'agressivité des monstres. Comme le joueur incarne un militaire, qui est donc parfaitement entraîné à se battre, le système de combat a été entièrement repensé. Déjà, il n'est plus possible de viser directement un ennemi, il faudra le viser soi-même. Pour le combat au corps à corps, il est toujours possible de réaliser des combos en alternant coups forts et coups faibles, mais maintenant il est possible d'esquiver et de parer les attaques ennemies. Les affrontements s'en trouvent dynamisés, d'autant plus que les monstres sont beaucoup plus agressifs que dans les épisodes précédents. Ce qui augmente d'autant plus la difficulté car il faut faire extrêmement attention à ses réserves de soins, plus rares qu'à l'accoutumée, les monstres faisant en outre beaucoup plus de dégâts. Au rayon des nouveautés, on observe l'apparition de réponses à choix multiples lors des phases de dialogue, une première dans la saga. Enfin, pas totalement, puisqu'il y avait déjà un choix à faire dans un confessionnal vers la fin de Silent Hill 3. Someone brought me here. They told me Robbie was here. They lied. Ce système n'a que peu d'incidence sur l'aventure, en tout cas au début du jeu. Les premières réponses à choix multiples servent surtout à récolter plus ou moins d'informations, mais vers la fin du jeu, elles permettront d'obtenir les différentes fins. Look, Doctor, stop talking like an idiot and start giving me straight answers. My brother is missing, the mayor's son is missing, and so is Scarlet. I want to know where they are. Alors que penser de ce Silent Hill Homecoming? Déjà, sur le plan du gameplay, il n'y a pas grand chose à redire. Les ajouts font souvent mouche, comme le système de combat ou les actions contextuelles. Quelques défauts des épisodes précédents ont été gommés, les armes destructibles en tête. C'est plutôt sur le plan technique qu'il y aurait à redire. Le jeu souffre de graves problèmes de modélisation, surtout pour les humains, excepté Alex. Certains personnages ressemblent à des singes et on a l'impression de voir des chapeaux en plastique plutôt que des cheveux. Même les personnages de Silent Hill 3 et 4 étaient plus réussis. Mais au bout de quelques heures, on s'habitue et on y fait de moins en moins attention, jusqu'à l'arrivée d'un nouveau personnage. Ce défaut fait qu'on n'a pas l'impression de jouer sur une console nouvelle génération. Les décors, eux, jouissent de superbes textures et de magnifiques effets de lumière. De plus, la majorité des petits meubles et objets sont mobiles et possèdent une physique assez réaliste. Un moment très impressionnant dans le jeu, c'est lors du passage du monde normal au monde horrifique alors que l'on est en train de jouer. Malheureusement, Silent Hill Homecoming n'est pas la perle espérée, la faute à un trop fort classicisme envers la saga. Les épisodes à 1.4 proposaient une ambiance, une couleur et une approche toujours différentes. Ici, le jeu reprend principalement l'ambiance du film, avec le passage vers le monde des ténèbres, le design des infirmières et la présence de Pyramid Head.
Le jeu suit à la lettre le manuel du bon petit Silent Hill et n'en démord pas. Ce n'est pas forcément un mal, vu que le cahier des charges comporte bon nombre de grandes qualités, mais le jeu de Double Helix pêche finalement par manque d'éclat. Les problèmes techniques sont rapidement mis de côté et on se laisse emporter par l'histoire et les personnages attachants. L'interprétation des acteurs est d'ailleurs impressionnante de justesse. Il n'y a qu'à voir Alex chez qui il ressort une vraie personnalité ou la mère de la famille Shepherd qui est bouleversante. Alex. What are you doing here? I just got discharged. I was in the hospital for a bit, but I'm all right now. You've been gone too long. Silent Hill Homecoming n'aurait pas fait le poids face à Dead Space et se fera probablement tout petit après la sortie de Resident Evil 5. Heureusement que le jeu sort entre les deux à une période où il n'y a aucune concurrence. Silent Hill 5 n'est donc pas le grand survival horror tant attendu par les fans, mais reste un très bon jeu pour quiconque fera fi de ses quelques problèmes techniques et de sa déférence à la série. Forgive me. Silent Hill, c'est une série culte, donc en particulier le 2 qui est apprécié par des tas et des tas de joueurs. Ouais. Donc évidemment, ce jeu était très attendu et surtout très critiqué avant même d'être sorti, du fait même en fait qu'il changeait de main. C'était plus un studio japonais qui s'en occupait, c'était un studio américain, les anciens de Shiny. Et voilà, c'est ça. Et donc du coup, tu voulais ajouter quelque chose, Mehdi, sur la partie fan service. Ouais, simplement, donc quand on est un die-hard fan de la série comme moi, il y a des trucs qui fâchent. Je sais, c'est bête, hein, c'est pas forcément justifié, mais ça fâche quand même. Quelques exemples, Pyramid Head, je vois pas du tout ce qu'il fait dans cet épisode. C'est pourquoi il est là, c'est quoi son projet en fait. Ça n'a pas de sens. Pour moi, il est totalement lié à Silent Hill 2 et il n'a pas à être autre part. Et également d'autres trucs comme par exemple les infirmières que tu peux trouver dans les mairies, ça non plus pour moi ça n'a pas de sens. J'ai l'impression en fait, si tu veux, que pour cet épisode de Silent Hill, les mêmes erreurs ont été commises. Tu retrouves les mêmes erreurs que dans le film, en fait. Ah, ouais. J'ai l'impression, il y a la même, si tu veux, j'ai l'impression qu'il y a la même démarche, en fait. On fait du fan service parce que le fan aime bien, fan service, tout ça, mais on s'y prend maladroitement. Et ça m'a vraiment gêné. J'ai l'impression qu'il souffre des mêmes défauts que le film et il a aussi les mêmes qualités au niveau esthétique, tout ça. Je veux dire, le passage au monde dark, tout ça. Bon, ça c'est très très bien fait, c'est des bonnes idées. Mais sinon, il y a des trucs qui dérangent vraiment et au final, ça fait que bon, j'ai moyennement kiffé mon expérience. Pour moi, c'est le moins bien de tous. On change de style complètement avec un jeu beaucoup plus léger, House of the Dead Overkill, qui sort là sur Wii. Et donc il s'inscrit dans la série des House of the Dead, ouais, jeu de tir classique, etc. Mais avec une patine différente. Ouais, il y a un petit côté 70s qui devrait peut-être plaire à pas mal de gens. En tout cas, moi, j'accroche. C'est parti, on regarde la critique. Message à caractère informatif, ce qui va suivre risque de heurter la sensibilité des plus prudes. Amis du bon goût et du langage soutenu sont priés de passer leur chemin. Vous voilà prévenus. Fucking speak. A fucking motherfucker. Bitch is ringing. A motherfucking motherfucking fuck. Ici, avec House of the Dead Overkill, on a droit à de la vulgarité, du sang, de la vulgarité, du sexe, de la vulgarité, des strums et de la vulgarité. I'm gonna rip your motherfucking bone. Ce nouvel épisode de la célèbre franchise de Sega fait peau neuve et s'inspire clairement de la mouvance Grindhouse, initiée en 2007 par le hableur Quentin Tarantino et le couteau suisse Robert Rodriguez. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, les Grindhouse sont des cinémas de quartier ayant coutume de passer des doubles programmes des films d'exploitation des 70s. Les salles et les films étant souvent de piètre qualité, il arrivait régulièrement que les pellicules soient abîmées, qu'il manque une bobine, etc. Tarantino et Rodriguez avaient réalisé un projet regroupant deux films séparés par des fausses bandes annonces, respectant la charte visuelle de ces films d'exploitation.
Le projet fit un flop au box-office US et fut séparé en 2 films distincts pour l'exploitation internationale. Death Proof et Planet Terror, ainsi séparés, permirent aux réalisateurs de rentrer de justesse dans leurs frais. Malgré ce semi-échec, les films ont marqué le public et inspiré d'autres réalisateurs. House of the Dead Overkill prend aussi ce parti pris de film de mauvaise qualité à l'ambiance très 70s. Pratique pour un jeu qui sert de préquel à la saga en racontant les débuts du célèbre agent G, tout juste sorti de l'œuf. Ce nouvel épisode n'est pas une adaptation d'un jeu d'arcade comme les précédents House of the Dead sortis sur console. Ce titre a été développé spécialement pour la Wii et se situe avant le premier House of the Dead. L'histoire met en scène l'énigmatique agent G qui vient tout juste d'incorporer l'AMS. Pour sa première mission, il devra faire équipe avec Isaac Washington, détective grande gueule à la gâchette aussi rapide que son débit de parole. Talking about his feelings for his motherfucking tunes. Shit. Just play your fucking music. Leur objectif, enquêter sur l'étrange Papa Caesar et sur une épidémie qui frappe Bayou City. Ils croiseront très rapidement la sculpturale Varlaguns qui ne cherche qu'une chose, se venger de Caesar. Un scénario anémique à ne pas prendre au sérieux une seule seconde, tant la violence graphique, la vulgarité, la grossièreté des personnages et des situations décrédibilisent l'ensemble. Les vannes lancées à tour de bras par les différents protagonistes l'attestent. Le jeu ne se prend pas du tout au sérieux. À vous d'empoigner cette magnifique paire d'agents de choc pour défourailler du mort-vivant au travers de 7 chapitres faisant office de mini-films. Papa's Palace of Pain. Le jeu se joue de manière traditionnelle pour un rail shooter. La caméra avance toute seule et il faut tirer sur tout ce qui bouge, ou plutôt qui se traîne à l'écran. Petit plus, cette fois-ci la zone de tir n'est pas limitée au champ de l'écran. Lorsque l'on approche le curseur des bords de celui-ci, la vue se déplace légèrement et offre au joueur un champ de vision un peu plus étendu. Il est possible de jouer seulement avec sa Wiimote, mais on pourra aussi adjoindre le Nunchuk et le Wii Zapper qui permettront de s'immerger un peu plus dans l'action frénétique du titre de Sega. De l'action, il y en aura à revendre tout au long des 7 niveaux qui peuvent être revisités à loisir et de différentes façons. Ainsi, on peut augmenter le nombre de zombies avant de commencer un stage. Des modes de jeu sont débloquables, comme le mode où le joueur tient 2 armes en même temps ou un mode intégral. Celui-ci permet de refaire les niveaux en empruntant un chemin un peu plus long, ce qui permet de voir d'autres lieux, plus de zombies et plus de cerveaux cachés. Ces cerveaux sont des items cachés un peu partout dans les environnements qui permettent d'augmenter son score. Les récolter demandera réflexe, dextérité, observation et précision, car soit ils sont bien cachés, soit le joueur aura très peu de temps pour les débusquer. Des molécules vertes sont aussi disséminées dans les niveaux. En tirant dessus, le temps se ralentit et le joueur pourra viser plus aisément et enchaîner les headshots. Il sera toujours possible de rencontrer des humains non infectés qu'il faudra sauver. Mais contrairement aux précédents épisodes, ceux-ci ne redonnent pas de la vie, mais offrent des points. Pour récupérer de la vie, il sera nécessaire de tirer sur les quelques trousses de soins parsemant les niveaux. Mais attention, il faudra viser juste. Car une cible manquée signifie la perte de son combo. La jauge de combo se situe en haut à gauche de l'écran. Tous les 5 ennemis abattus, elle augmente d'un cran et chaque palier permet d'ajouter 100 points à la valeur d'un zombie Oxy. Celui-ci pouvant monter jusqu'au 5e palier, le niveau sensationnel. Et oui, House of the Dead Overkill est un jeu à score. Pas un jeu à score à l'ancienne où le seul plaisir du scoring est de voir son nom en tête de liste. Non. Ici, le score est une partie intégrante du système de jeu. Le score sert 2 choses. Primo, à récolter des brousoufs permettant d'acheter et de customiser des armes. Il est ainsi possible de transporter 2 armes sur soi que l'on peut changer à tout moment en appuyant sur le bouton Z. Celles-ci vont du revolver au fusil à pompe, en passant par les mitraillettes et bien d'autres encore. Secondo, le score permet de débloquer des tonnes de goodies. On pourra ainsi débloquer des vidéos, des affiches, des personnages, des monstres et des armes qu'il sera possible de voir sous toutes les coutures. Mais surtout, il est possible de débloquer les musiques du jeu. La bande originale d'Overkill est une énorme valeur ajoutée tant elle est variée et surprenante de qualité. Pour rester dans les petits plus, le jeu est jouable à 2 dans le mode histoire et jusqu'à 4 dans des mini-jeux. Ceux-ci sont malheureusement un peu mous et franchement dispensables.
Heaven forbid anyone should ever open that bunker and learn of the secrets contained within. Heaven forbid anyone should discover Operation Overkill. House of the Dead Overkill est indéniablement un titre fun, à condition de supporter le mauvais goût assumé, la violence outrancière et les fucks à répétition de Washington. Motherfucker! Fucking bitches! Bad motherfucker. Bastard! Le jeu est souvent drôle et les vannes balancées par les personnages font mouche. Mais pour toutes les saisir, il faudra comprendre l'américain à tendance beau. Parce que si les cinématiques sont sous-titrées en français, ce n'est pas le cas des dialogues in-game. Et dans le feu de l'action, il est difficile de saisir tout ce que disent nos deux agents de choc. Dommage, car de très bonnes répliques risquent de passer à la trappe, comme cette référence au génial Shaun of the Dead. Shit! I fucking hate these zombies! Mutants, how many times do I have to tell you not to use the Z-word? Overkill doit beaucoup à son ambiance délirante, mais le gameplay n'est pas en reste. La visée est précise et le fait d'avoir plusieurs armes rend les explorations un peu plus stratégiques. Pas beaucoup, mais un peu quand même. De plus, le jeu profite d'une replay value très importante grâce à son côté collectionnite et ses nombreux modes de jeu. Malheureusement, tout n'est pas rose à Bayou City, surtout sur le plan technique. Si les niveaux sont très variés et ont droit à une superbe réalisation, textures soignées, effets visuels impressionnants, malheureusement, le framerate est souvent à la ramasse et quelques ralentissements se font ressentir dans certains niveaux où les détails affichés sont trop nombreux. La modélisation des monstres et des personnages n'est pas non plus excellente, mais il ne faut pas oublier que nous sommes sur Wii, et non sur 360 ou PS3. Autre point négatif, les boss. Bien que leur design soit réussi, les affrontements de fin de niveau manquent un peu de challenge. Malgré ces petits soucis techniques, le titre de Headstrong Games est une sacrée réussite. Drôle, violent, outrancier, vulgaire et débilement fun, House of the Dead Overkill est un titre à ne pas manquer sur la console de Nintendo, qui était sérieusement manque de jeux classés 18+ de qualité. Donc à l'instar de Fear 2 dont on vous avait parlé le mois dernier, là tout de suite on a la critique de Killzone 2. Et Killzone 2, justement. Est-ce que c'est pas le jeu que la PS3 attendait? Parce que l'air de rien, avec le Noël dernier, Sony, ils avaient sorti en exclu Little Big Planet, qui avait pas séduit tout le monde, qui s'était pas trop bien vendu. En tout cas, la cave, il a pas aimé. Ah, il avait pas aimé. Et on avait également Resistance 2, qui était un FPS, franchement pas au top, qui a déçu beaucoup de gens, et qui au final était largement inférieur d'un point de vue purement graphique à Gears of War 2. Gears of War, tout à fait. Ouais. Donc est-ce que Killzone 2, ce serait pas justement le titre que la PS3 attendait, le truc qui va booster un peu les ventes? Le FPS phare de la console. Ah bah écoute, on regarde. On regarde. Présenté pour la première fois lors de l'E3 2005 via une magnifique cinématique en vue subjective, Killzone 2 a tout de suite attiré l'attention et suscité de multiples interrogations. Certains professionnels présents lors de l'événement s'étaient en effet laissés envahir par l'émotion en présentant la vidéo comme une démonstration in-game du jeu développée par le studio Guerrilla. Une affirmation qui s'est par la suite avérée fausse. Mais qu'importe, la cinématique avait réussi à elle seule à faire de Killzone 2 un potentiel futur gros hit pour la PS3. Une pression à laquelle Guerrilla avait déjà dû faire face avec Killzone premier du nom, pressenti à l'époque comme un blockbuster pour la PS2. Doté d'un style graphique singulier et d'une ambiance qui lui est propre, le jeu avait malgré tout déçu. Certainement trop ambitieux pour la PS2, le titre de Guerrilla souffrait de problèmes réellement gênants au niveau de sa réalisation et de son gameplay. Un peu plus de 4 ans après ce semi-échec, la suite de Killzone fait son apparition sur console de salon. Et même si entre-temps un épisode plutôt réussi intitulé Killzone Libération est sorti sur PSP, tous les regards sont depuis longtemps tournés vers ce Killzone 2. Ce dernier est en effet annoncé comme le jeu, l'exclusivité censée prouver ce dont la PS3 est capable. Mais il est maintenant temps de couper court aux rumeurs et de juger par nous-mêmes la qualité du jeu. Explose-moi ça et plante-toi! Allez, crève! By crushing the armies of our enemy, by seizing the weapons they thought... Dirigé par le cruel dictateur Vissari, les Helghast ont subi un échec cuisant sur la planète Vecta. Leurs plans ont en effet été anéantis par les forces armées de l'ISA, l'Alliance stratégique interplanétaire.
Ils ont donc décidé de rebrousser chemin après avoir livré une infructueuse mais néanmoins longue et sanglante bataille. Un revers raconté dans l'épisode sorti sur PSP, auquel Killzone 2 fait donc directement suite. Toutefois, avant leur départ, les Helghast sont parvenus à dérober des ogives nucléaires. Visari et son armée représentent donc une menace sourde pour la Terre et ses colonies. C'est pourquoi le commandant Ian Templar, déjà à l'œuvre sur Vecta, s'est vu confier la mission de mettre fin au dictat de Visari. Croyant les Helghast fortement affaiblis par la guerre sur Vecta, Templar envoie directement ses troupes sur la planète Helghan pour régler le conflit une bonne fois pour toutes. En arrivant sur place, les unités de Lisa découvrent une planète plongée dans le chaos, en grande partie à cause de conditions climatiques épouvantables. Pour une fois, les Helghast qui ont su s'adapter à cet environnement hostile vont pouvoir mettre à profit celui-ci afin d'éliminer leurs ennemis. Les troupes de Lisa ne le savent pas encore, mais elles vont vivre un véritable enfer. Au milieu de tout ce remue-ménage, le joueur incarne Sev, un membre de l'équipe Alpha, regroupant 4 soldats formés par le commandant Templar en personne. Le scénario n'est certes pas des plus originaux, mais il a le mérite de poser les bases d'une aventure exceptionnelle. Si le premier Killzone avait déjà séduit par son ambiance singulière, le second volet parvient à élever encore le niveau. Quel que soit l'environnement dans lequel le joueur évolue, il se trouvera impliqué corps et âme dans l'action grâce à une tonne de détails, tous très importants. Déjà, l'aspect sonore a été particulièrement soigné. Les musiques entraînantes galvaniseront le joueur, tout comme les cris des coéquipiers, mais surtout ceux des ennemis. Ces derniers hurlent de douleur à l'impact des balles, insultent le joueur ou encore encouragent leurs partenaires à se sacrifier pour leur patrie. La VF est d'ailleurs d'un très bon niveau, un fait suffisamment rare pour être souligné. Mais le jeu est surtout porté par une réalisation époustouflante. Tout d'abord, Killzone 2 est parfaitement fluide, quel que soit le nombre d'ennemis à l'écran. Ensuite, le jeu propose des décors variés et détaillés. Le design des armes et celui des ennemis, qui semble tout droit sorti de Jinlo, participent aussi à donner au titre de guérilla une véritable identité visuelle. Quant aux effets spéciaux, ils sont tout simplement stupéfiants, à tel point qu'ils influencent directement le gameplay. La fumée dégagée par les explosions obstruera par exemple la vue du joueur qui sera du coup obligé d'être plus prudent. Même le moteur physique a le don de nous étonner avec par exemple des ennemis qui adoptent des poses ultra réalistes même après leur mort. Enfin, vous l'aurez sûrement remarqué, les cinématiques, notamment celles d'introduction, sont magnifiques. De quoi plonger immédiatement les joueurs dans l'ambiance fantastique du jeu. D'un point de vue technique, Killzone 2 répond donc aux attentes. Mais cette performance ne serait pas aussi appréciable si le gameplay n'était également à la hauteur des promesses. Even now, they advance on our homeworld to seize by force what they cannot claim by right. They cannot imagine what awaits them. Si Killzone 2 avait pour ambition de prouver à la Terre entière que la PS3 est bien la machine la plus puissante du marché, les prétentions affichées pour tout ce qui concerne le gameplay n'étaient pas les mêmes. On ne sera donc pas surpris de se retrouver en face d'un FPS classique à tous les points de vue. Killzone 2 reprend toutes les ficelles du gameplay utilisées actuellement par une majorité de FPS. Pour éviter le tir des ennemis, on pourra par exemple mettre à profit un système de couverture. On restera cependant en vue subjective, sans passer par une vue à la troisième personne façon Gears of War. Autre système à la mode, la vie se recharge toute seule lorsqu'on se planque. Ce qui va d'ailleurs de pair avec la couverture qui devient un moyen de recharger ses batteries avant de retourner au combat. Mais il faudra aussi prendre en compte le fait que certains éléments du décor sont destructibles. Une bonne solution pour obliger les joueurs à se découvrir tôt ou tard. Pour descendre les Helghast, le joueur se verra proposer une quinzaine d'armes. Du sniper au fusil à pompe, en passant par le lance-roquette, on a droit à du grand classique. Mais attention, on ne peut porter qu'une arme lourde à la fois, en plus du pistolet de base aux munitions illimitées, des grenades et d'une arme blanche inutile. Il faudra donc faire des choix afin de s'équiper au mieux en fonction des situations, même si les munitions sont au final assez nombreuses. La possibilité de n'emporter qu'une seule arme est d'ailleurs un parfait exemple de l'esprit réaliste du jeu. Les déplacements du personnage que l'on incarne, Sev, sont par exemple très lourds. Lorsqu'il court, on sent tout le poids de l'attirail qu'il transporte avec lui. Toujours dans le même esprit, les armes mettent un certain temps à être rechargées, et le recul produit par les tirs oblige le joueur à privilégier des rafales courtes pour atteindre la cible.
Pousser le réalisme à son paroxysme relève donc d'un choix de la part des développeurs. La prise en main s'avère forcément plus complexe qu'à l'accoutumée, car il faut se rentrer dans le crâne que Sev n'exécutera pas un demi-tour en une fraction de seconde. On aime ou on n'aime pas, mais force est de constater que cet aspect rend les combats plus incertains et donc plus intenses. En revanche, le point qui risque bien de faire l'unanimité, c'est l'intelligence artificielle des ennemis. Ces derniers sont très réactifs et s'adaptent avec brio aux situations proposées. Ils n'hésiteront pas à balancer des grenades à bon escient pour faire sortir le joueur de sa cachette. De même, ils utiliseront à merveille la configuration des lieux afin de piéger le joueur. On sera souvent pris à revers alors que l'on pensait avoir l'avantage sur un groupe d'Elgast. Tantôt agressifs, tantôt patients, ils savent aussi mettre à profit les talents de chacun d'entre eux. Même s'ils se ressemblent, les Elgast utilisent en effet tout l'arsenal du jeu. Il ne faudra ainsi jamais oublier de se méfier des snipers et des lance-roquettes. En ce qui concerne les équipiers, ils ne sont malheureusement pas tout à fait au même niveau. Non qu'ils soient maladroits face aux ennemis, mais ils affichent une fâcheuse tendance à se jeter tête baissée dans le combat. On se retrouve donc bien souvent obligé de leur porter secours, ce qui peut parfois s'avérer extrêmement dangereux. Malgré tout, les développeurs n'ont pas oublié que pour cartonner, Killzone 2 se devait de séduire un large public. Le jeu propose donc des petits stratagèmes afin de permettre aux joueurs de ne pas trop se sentir frustrés. Grâce à une simple pression sur le pad de la manette, il est par exemple possible d'afficher sa prochaine destination. Le jeu multiplie également les checkpoints qui sont d'ailleurs très rapprochés. Tout cela est sympathique mais contribue aussi à renforcer la linéarité du jeu. Car dans Killzone 2, on se contente souvent d'avancer et de tuer des ennemis par centaines. Les phases de jeu ne débordent guère d'imagination. Ah, si, certaines phases en véhicule, comme celle où l'on conduit un tank, valent tout de même le coup d'être signalées. Tout comme les phases de jeu qui mettent à profit la reconnaissance de mouvement de la manette. Lorsque l'on pose une bombe, on devra par exemple maintenir L1 et R1 enfoncés, tout en tournant la manette pour enclencher le mécanisme. De quoi varier un peu le gameplay et modifier le rythme du jeu, ce qui permet d'amoindrir l'effet lassitude, pénalisant trop souvent ce type de FPS où le joueur est guidé par le bout du nez. Killzone 2 est l'un des rares jeux PS3 à avoir su répondre positivement aux attentes des joueurs. Et pourtant, ce n'était pas gagné au regard du laps de temps séparant la première apparition du jeu en 2005 et sa sortie en 2009. Mais le nouveau blockbuster de la PlayStation 3 est bien là. Superbe visuellement, fluide pendant toute l'aventure, doté d'une identité marquée et d'une ambiance fabuleuse, Killzone 2 est l'exclu qui permet enfin de constater ce que la console de Sony a dans le ventre. Cette fois-ci, le FPS de Guerrilla a su en plus allier une esthétique très soignée à un gameplay plaisant, quoique classique. Les combats nerveux et intenses parviennent à compenser la linéarité du jeu. Mais linéaire ne signifie pas non plus pénible. Guerrilla a en effet réussi à utiliser intelligemment les scripts pour rendre le jeu spectaculaire, ce que d'autres FPS ne sont toujours pas parvenus à faire au bout de plusieurs épisodes. On pense notamment au dernier Call of Duty. Bon d'accord, l'aventure ne durera en moyenne pas plus de 8-10 heures et le jeu ne propose pas de coop. Mais cela tient plus de l'anecdote que du défaut rédhibitoire. D'autant plus que le mode multijoueur n'a pas été oublié. Jouable contre 15 bots hors ligne ou 31 humains online, Killzone 2 est complet à tous les niveaux. En multi, les modes de jeu sont en plus assez variés. On retrouve du classique avec les éternels deathmatch, contrôler la zone, capture the flag, et du plus original, avec recherche et destruction ou encore assassinat. Assassinat, vous êtes la cible! Je répète, vous êtes Au cours du premier, il faudra poser une bombe ou la désamorcer façon Counter-Strike, alors que dans le second, il faut tout simplement éliminer un joueur donné. Il est même possible de lancer une partie alternant successivement tous ces modes de jeu. Pour couronner le tout, un système d'évolution bien pensé est disponible. Le joueur peut choisir entre 6 classes différentes possédant chacune leurs avantages et gagner en expérience afin de développer ses compétences. C'est du déjà vu, mais ça fonctionne bien. Petit bémol tout de même, la fonction couverture disparaît lors des parties online, ce qui risque d'en dérouter plus d'un. Il s'agit là d'un choix assez obscur, sans doute censé favoriser les comportements offensifs. On ne peut donc au final que s'incliner devant le boulot effectué sur Killzone 2. On espère que le jeu sera le premier d'une lignée de grands titres qui feront de la PS3 une console incontournable. Never again endure their tyranny. We will strike without warning and without mercy, fighting as one hand, one heart, one soul. We will shatter their dreams and haunt their nightmares, drenching our ancestors' graves with their blood. And as our last breath
tears at their lungs as we rise again from the ruins of our cities. They will know Helgan belongs to the Helghast. Killzone 2, c'est très bien, il n'y a pas de problème, c'est vraiment un bon FPS, etc. Mais moi j'attendais méchamment Lost and Damned, l'add-on exclusif à la 360 à GTA 4. Et ce titre, en fait, moi, ça m'épate de voir aujourd'hui ce qu'on peut faire dans le jeu vidéo. C'est-à-dire qu'on avait une histoire avec des personnages qui tenaient vraiment bien la route. Tu t'attachais aux personnages, tu avais des liens sociaux qui s'installaient, etc. dans le premier GTA 4. Et là, en fait, tu déplaces complètement en fait, le focus du jeu sur un autre groupe de persos. Et cet autre groupe de persos, mais qui n'a rien à voir avec les précédents, ceux de GTA 4, éclaire la ville sous un jour différent et pose des problématiques totalement nouvelles et te plonge réellement comme dans une série où on switcherait de personnage en personnage de manière à développer leur background. Là, on développe non pas le background de personnage, on développe le background d'une ville. Et ça, je trouve ça exceptionnel. Et franchement, regardez la critique, quoi. C'est chouette. Non, t'inquiète, t'as l'air à fond dedans. Ah, je suis à fond dedans, moi. J'adore la Sandam. J'ai pas encore joué, mais je vais m'y mettre direct après. La critique. Come on, guys. Come on, let's go. Let's go. Keep it up, I'm gonna push you down these stairs. Come on, watch out. Watch out. I got a man in a chair. All right, everybody, come on. Break it up. Let's go. Quand on y réfléchit, GTA, c'est avant tout une histoire de famille. Avec GTA 4, c'était celle des cousins Bellic, qui rêvaient de braquer l'American Dream. Lost and Damned, lui, raconte celle du gang de bikers The Lost. Une famille pas comme les autres, certes, mais une famille quand même. Et celle-ci vient de retrouver sa figure paternelle, Billy, qui sort d'une cure de désintox. Home sweet home. En son absence, c'est Johnny, le vice-président, le grand frère, qui a tenu les rênes du gang en essayant de lui donner une cohérence, sinon une conscience. Mais le retour de Billy fait éclater la petite famille et quelques têtes en même temps. Dès les premières secondes du jeu, quand l'intro passe en revue les membres du gang juchés sur leur moto, on sait que ce premier add-on exclusif à l'Xbox 360 n'aura rien d'une redite. Johnny et sa bande n'ont rien en commun avec les Bellic. Ils sont chez eux, Liberty City c'est leur territoire, et le rêve américain, ça fait longtemps qu'ils n'y croient plus. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vivre en dehors des clous, s'éclater à leur façon, et qu'on leur foute la paix. Mais s'éclater, ça ne signifie pas forcément la même chose pour tout le monde. Billy est une tête brûlée, un instinctif paranoïaque porté sur l'ultraviolence. Et si Johnny n'est pas un tendre non plus, il est néanmoins plus réfléchi et tient compte des conséquences probables avant d'agir au péril des membres du groupe. Au fil des missions, les hommes s'endurcissent pour devenir plus efficaces. Mais ils peuvent également tomber sous les balles pour se voir offrir un petit discours et une plaque sur un mur. Jason Michaels. Lost, but not forgotten. Amen to that, Billy. Jason. La folie et les ambitions de Billy constituent les détonateurs de cette nouvelle aventure en plein Liberty City. Retrouver cette ville et ses habitants, dont certaines têtes connues, est un plaisir incroyable pour tous les joueurs qui ont plongé dans le sandbox GTA 4 pour en faire autre chose qu'un défouloir auquel on consacre 10 minutes de temps en temps. La force de GTA 4 est aussi celle de The Lost and Damned, la véracité de ses personnages. Une nouvelle fois, les différents membres du gang sont sublimement interprétés et on est très vite pris dans l'ambiance particulière de cet add-on. Where is my bike? Speak, you ugly fuck! Les déplacements se font bien sûr à moto, mais Johnny se déplace rarement seul. The Lost est une entité globale, même si elle est déstabilisée par ses deux leaders. Les déplacements en moto se font ainsi la plupart du temps en groupe, au sein duquel l'énergie est régénérée entre chaque mission. Quand Johnny appelle un pote pour aller dans un strip club ou ailleurs, il débarque souvent en 3 ou 4. L'ambiance de ce jeu n'a plus grand chose à voir avec les aventures solitaires de Nico, que l'on retrouvera d'ailleurs dans certaines missions accompagnées d'autres personnages connus, comme Playboy par exemple. Lost and Damned est un nouveau chapitre d'une histoire plus globale, celle de Liberty City, que Billy, Johnny et les autres éclairent sous un jour nouveau.
De petits ajouts ont été faits à droite et à gauche. Les Choppers, par exemple, sont de nouvelles motos à la physique retravaillée, bien plus stables et maniables que celles de GTA 4. De nouvelles armes font également leur apparition, comme le lance-grenade. Et surtout, le point de chute du joueur n'est plus un appart vide, mais un squat habité par les membres du gang, au sein duquel il est possible de faire toutes sortes de choses. Jouer aux cartes, se défier au bras de fer, lancer une petite partie sur la borne d'arcade, piquer on ne sait où. Un gros défaut du premier jeu a également été corrigé. Dorénavant, si on relance une mission échouée, celle-ci débute au cœur de l'action, sans contraindre le joueur à de longs déplacements à moto. En multi, on peut apprécier l'apparition d'un mode rendant hommage à Road Rash, où l'on doit défoncer du motard à coups de batte de baseball. The Lost and Damned et sa dizaine d'heures de jeu méritent largement les 20 € que nécessite son téléchargement sur le XBLA. Et pour tous ceux qui ont aimé Liberty City, l'opportunité leur est offerte de replonger dans l'une des rares expériences ludiques adultes que le média jeu a su nous proposer jusqu'à aujourd'hui. Bon, voilà. C'est fini. C'est fini. C'était bien. Ouais, t'as bien aimé? Ouais, carrément. Bon, t'avais un truc à dire, un mot de conclusion, un truc péchu? Parce que c'est triste, là, après 1 heure, je sais pas encore exactement combien de temps dure la soirée. Je pense qu'elle doit faire plus d'1h45. Ouais. Bah écoute, je sais pas, donc si tu es jeune et tu as moins de 16 ans, tu ne devrais pas nous regarder. Et puis sinon, de manière plus sérieuse, simplement, je voulais juste dire, parce que je crois que j'ai jamais eu l'occasion de le dire, et puis ça justifie un petit peu, enfin ça justifie pas du tout, mais ça explique un peu ma présence ici. Ah, je suis curieux. C'est juste que, simplement, je trouve ça génial d'avoir pu consacrer donc sur No Life une plage pour ce type d'émission 18+, dans laquelle on peut parler des jeux 18+, quoi. Parce qu'on le rappelle, un jeu 18+, on peut pas vous montrer d'images en télé avant 22h30. Donc ce qui fait qu'on est quelque part, c'est la seule télé qui diffuse des images de Gears of War 2, Killzone 2, Fallout 3, GTA 4, Metal Gear Solid 4, bref. Des gros jeux. Tous les gros jeux, tous les jeux qui cartonnent sur console et sur PC. On n'avait pas trop l'occasion d'en parler, là, donc on a créé ce rendez-vous de manière à vous tenir informé sur ce type de jeu, à vous apporter justement un recul parfois par rapport à ce type de jeu, un ton un peu particulier, avec Mehdi. Ouais. Et donc on espère que ça vous plaît et que vous continuerez à nous suivre. Et puis qui sait, peut-être qu'un de ces quatre, je sais pas, peut-être qu'un de ces quatre, on pourrait aborder, tu sais, les simulations de drive. C'est pas gagné ça. Ça c'est pas gagné. Les hentai, tout ça, je sais. Alex essaie, ils aiment pas ça, mais on sait pas sur un malentendu. On sait jamais. On verra, qui sait. Peut-être le mois prochain justement. Ouais. Allez, rendez-vous le mois prochain. Ciao.